Bien, la prochaine présentation est donnée par Peggy Loop. Bonjour à toutes et à tous. Je dois avouer que c'est à cause de Peggy Loop que j'ai choisi le sujet que nous traitons aujourd'hui. Quand j'ai vu au mois de septembre dernier, disons, la promotion qu'elle avait eue au niveau de la SNCF et quel avait été son parcours auparavant. Vous êtes, Peggy, docteur ingénieur en génie industriel, et je pense qu'au niveau national, elle est une des toutes premières dans ce domaine. Vous avez réalisé la première partie de votre carrière dans des groupes type équipementier automobile, Péchinet, Alcan, et puis assez rapidement, vous avez rejoint la SNCF en 2006 à la maintenance du matériel. Et vous avez piloté des projets d'optimisation de la production de maintenance avant de diriger, et là j'avoue que j'étais un petit peu bluffé, un établissement de maintenance industrielle des matériels roulants, on appelle ça Technicentre, à Rouen. Et quand je vous demandais, mais il y a combien de personnes, m'a dit, ben, je vais diriger 800 personnes. Voilà. À partir de 2013, M. Pépi vous a peut-être rattrapé dans votre parcours en vous demandant de diriger le programme de transformation managériale au sein de la direction du matériel, pour accélérer l'appropriation de l'excellence opérationnelle au service de la performance et de l'engagement de cette entité de 25 000 personnes. En 2015, donc, vous êtes nommée directrice de la transformation digitale interne chez SNCF, où vous avez mené notamment le programme de transformation numérique Digital pour tous. Et tout récemment, en juin, je pense, 2017, vous avez été nommée directrice de la transformation de SNCF Réseau. Vous avez la parole. Merci Gérard. Alors, donc, moi je vais vous, effectivement, en fonction de ce que j'ai réalisé avec beaucoup de mes collègues pendant 2 ans, notamment dans mon poste précédent, donc vous présenter ce que nous faisons et ce que nous testons autour de la transformation numérique digitale à la SNCF. Alors, avec un champ d'application qui est, juste pour rappel, si on parle uniquement de la France, qui représente en fait seulement 50% du chiffre d'affaires du groupe, ça c'est pas toujours évident quand on pense à la SNCF, au groupe SNCF. Quand on parle de la France, on parle de 15 000 trains par jour, de 5 millions de voyageurs par jour, et pour la partie ferroviaire, de 150 000 collaborateurs. On parle, puisque c'est aussi un des thèmes de la journée, de plusieurs centaines de métiers. Alors, il y a des métiers que vous connaissez tous, évidemment, que sont les contrôleurs, les conducteurs, les agents que vous voyez dans les gares, qu'on appelle les agents d'escale, les vendeurs. Il y a des métiers qui sont moins connus, qui sont les métiers de maintenance, donc dans les technicentres par exemple, ou de maintenance du réseau, et des métiers dans l'immobilier, bref, et tous ces métiers sont évidemment confrontés au sujet de la transformation digitale. Alors, SNCF, en fait, pour le groupe, la transformation digitale, c'est quelque chose qui date déjà d'assez longtemps, puisqu'en fait, pour la partie client, c'est quelque chose qui a démarré dès 2000, avec ce que vous connaissez probablement tous, le site voyagesncf.com, qui est aujourd'hui le premier site de e-commerce en France, où plus de la moitié des billets sont en fait vendus sous forme numérique. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà ancien finalement, qui a évidemment influencé, a eu une influence forte sur le métier des vendeurs. Mais ce qui s'est passé à partir de 2015, c'est plutôt le sujet de comment on travaille, au-delà du digital pour les clients, comment on travaille le digital dans l'entreprise, en interne, et donc pour tous. Alors, accélération, parce qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient, et puis aujourd'hui, un des enjeux, c'est aussi de se dire comment on industrialise, on va au-delà des phases de pilote, et comment on fait en sorte que ce digital
crée vraiment, parce que c'est quand même une question, de la performance pour l'entreprise. Ça ne reste pas des expérimentations isolées et dont le lien avec la performance peut quelquefois poser question. Alors, pour ce qui est de l'interne, en gros, en 2014, et là je rejoins complètement les propos, ou ce que vous avez présenté à propos d'Araymond, un des constats qui est fait, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est que pour la première fois probablement, les collaborateurs sont moins bien équipés dans l'entreprise que chez eux. Et que c'est un vrai sujet de performance et un vrai sujet d'engagement des collaborateurs, et que donc il faut absolument faire quelque chose autour de ça. Alors équiper c'est une chose, donc il y a aussi tout le reste. En tout cas, c'est donc la motivation de lancer le programme Digital pour tous, et ça veut dire 3 axes majeurs de travail sur la digitalisation en interne, qui sont d'une part l'équipement, les collaborateurs. Donc effectivement aujourd'hui on est à environ près de 100 000 collaborateurs qui sont équipés en mobilité, donc mobile, tablette, voilà. Donc, ça c'est évidemment indispensable, pas suffisant mais indispensable. Il y a eu tout un pan aussi de travail sur le développement des usages collaboratifs, et notamment des usages collaboratifs qui servent les métiers, les affaires, le business. Et donc ça veut dire qu'on a développé un réseau social d'entreprise, qu'on est aujourd'hui la première communauté d'actifs en France, avec des usages très liés à l'opérationnel. Et puis dernier point, c'est le sujet de la digitalisation des processus métiers. Alors, c'est très très large, il y a beaucoup de cas très divers d'application, mais ça passe par exemple évidemment par l'utilisation de l'Internet des objets et du Big Data pour passer de la maintenance préventive à la maintenance prédictive. Ça passe par l'utilisation ou le test d'exosquelette pour réduire la pénibilité sur les postes de travail. Ça passe par des centaines d'applications qui sont développées alors pour l'externe et aussi, mais beaucoup pour l'interne, pour par exemple faire en sorte que le contrôleur soit dans une toute autre relation commerciale que celle qu'il peut pratiquer aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est quelques exemples du champ de l'application du digital dans notre univers interne, qui évidemment est par bien des points lié aussi avec la relation avec le client, forcément vu l'activité. Aujourd'hui, un des gros points, et c'est là-dessus que Gérard Cogniet m'avait demandé particulièrement d'intervenir, c'est comment on travaille l'adoption de tout ça, comment on fait en sorte que ça se mette en place en vrai. Et donc là-dessus, j'ai eu envie de vous apporter 3 axes d'éclairage. Il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Voilà, on est au début du processus. Je vous parlais tout à l'heure d'accélération, d'industrialisation. Et puis en fonction des contextes et de l'historique de chacun des métiers, de chacun des terrains d'application, on a des façons de faire différentes, mais quand même, il m'a semblé que c'était intéressant de vous éclairer sur 3 axes majeurs. Alors le premier, c'est de se dire qu'on travaille le plus possible à la mise en place du mode agile et du mode viral. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ça? C'est le fait, et ça a été aussi souligné de manière très importante en introduction, le fait de mettre l'utilisateur au centre, l'usager. Alors nous, on a tendance à dire utilisateur quand on parle de l'interne.
Donc c'est faire en sorte que les utilisateurs et les vrais, je vais y revenir, soient mis à contribution, associés en tout début, vraiment en amont des projets, de manière à ce qu'ils puissent exprimer leurs besoins à eux. Et quand je dis les vrais utilisateurs, c'est-à-dire que dans notre grande entreprise, il y a souvent des personnes qui sont en charge de diriger les projets, qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, dans les structures SI classiques. Et ces personnes-là, en fait, souvent, ce sont éventuellement des gens qui ont été sur le terrain mais qui n'y sont plus depuis longtemps, qui sont dans les sièges et qui, en fait, ne sont pas les vrais utilisateurs. Donc, ce sont peut-être les clients des équipes SI, mais certainement pas les utilisateurs qui vont, au final, se servir des outils qu'on va développer pour eux. Et donc, ce sujet de mettre l'utilisateur au centre, dès l'amont, et puis de l'associer en permanence, y compris en utilisant le réseau social d'entreprise, y compris en faisant en sorte de l'associer à des choix entre différentes options ou différentes priorités dans les projets que nous allons lancer. Par exemple, sur les technicentres industriels, il y a eu toute une exploration par les équipes centrales de qu'est-ce qu'on peut faire avec le digital, et puis ils sont allés mener des forums dans toute la France, dans tous les technicentres, pour montrer aux agents, aux opérateurs de terrain, ce que ça pouvait donner et les faire voter sur qu'est-ce qui vous paraît prioritaire par rapport à vos sujets. Alors c'est évidemment pas le seul élément de décision, mais c'est un élément d'association de l'utilisateur final sur ces projets. Donc ça c'est ce qu'on cherche à généraliser de plus en plus, ce qu'on appelle, c'est une des composantes du mode agile. Et puis mode viral, c'est le fait de s'appuyer de plus en plus sur les utilisateurs pour faire la promotion des nouveaux modes de travail ou des nouveaux outils. Vous l'avez mentionné tout à l'heure à propos des formations. Effectivement, on a beaucoup utilisé, par exemple, dans le déploiement du réseau social d'entreprise, le fait de faire s'exprimer les agents, les collaborateurs qui avaient retiré un vrai gain opérationnel, terrain, concret, de l'utilisation de ce réseau social d'entreprise, par des petites vidéos très courtes, pour expliquer à leurs pairs en quoi c'était intéressant d'aller se connecter au réseau social et non pas en quoi le N+1, le N+2 ou la direction d'entreprise disait que c'était très important d'aller sur le réseau social. Donc on n'a pas du tout fonctionné comme ça, pas du tout en top-down, mais en logique de viralité, et c'est une des raisons pour lesquelles on a un niveau d'activité et d'ancrage terrain très fort sur ce réseau social. Donc voilà, premier axe, mode agile, mode viral. Deuxième axe, c'est évidemment, mais ça va mieux en le disant, de travailler la transformation des outils, certes, mais aussi et beaucoup la transformation des usages et des postures. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? On est dans une entreprise qui est à la base très technocentrée, et donc quand on parle de transformation digitale, la plupart de nos interlocuteurs nous disaient « moi je veux tel outil, je veux mettre en place tel outil ». Et la vraie question qu'on est allé travailler en permanence avec eux, c'est « ok, mais pour quels usages ? Pour faire quoi ? Pour résoudre quel problème ? Et puis d'autre part, une fois que vous aurez fait ça, comment ça va changer les interactions entre les gens ? Comment est-ce que votre outil, votre usage, va faire que finalement, si vous n'avez pas travaillé votre niveau de transparence, votre niveau de confiance les uns dans les autres, est-ce que vraiment cet usage il va se mettre en place ? Et donc c'est tout ce sujet-là qu'on est allé travailler avec un certain nombre d'entités volontaires. Par exemple, donc dans un technicentre où le directeur
nous dit je veux faire ma transformation digitale. Et puis, donc on travaille avec lui le pourquoi, on travaille avec lui le fait que le premier sujet, c'est d'abord de travailler sur ce qu'on appelle dans notre jargon les irritants du quotidien, c'est-à-dire ce qui ennuie, les cailloux dans la chaussure des agents au jour le jour. Et donc on travaille ça avec lui dans des ateliers, etc. Au final, avec un outil basique, absolument pas technique, qui est un réseau social d'entreprise. Aujourd'hui, ce directeur de Technicentre, il a réduit drastiquement le temps d'industrialisation et de réalisation d'un projet qui consiste à mettre le Wi-Fi dans les TGV. Ça vous dit peut-être quelque chose en tant que client. Parce qu'il a réussi à faire collaborer, coopérer des entités à différents endroits en France de manière extrêmement fluide et beaucoup plus rapide que ça ne l'était jusqu'à présent, simplement avec des groupes dans un réseau social. Et il réussit aujourd'hui à suivre l'activité de son technicentre qui est étendu sur plusieurs hectares, je le précise parce que ça peut permettre aussi de se représenter mieux les choses, simplement en allant consulter quelques groupes sur lesquels les agents, en confiance et en transparence, parce que ça a été travaillé, expliquent ce qu'ils font, expliquent les problèmes qu'ils rencontrent, et que lui, en interagissant sur ces groupes, peut régler les problèmes et fluidifier la communication de manière extrêmement efficace et beaucoup plus efficace qu'avant. Un autre exemple, toujours sur le sujet des postures, et qui montre comment il faut, pour tous, pour nous tous, probablement changer de réflexe sur un certain nombre de sujets. Même chose, alors un établissement d'agents d'escale, une unité opérationnelle plus exactement d'escale, donc en gros les gens qui accueillent, qui organisent les choses dans les gares. Et là le directeur d'établissement, là aussi, vient me voir et me dit je veux faire la transformation digitale, je veux me servir du digital comme levier pour développer mon établissement et la performance de mon établissement, puis la fierté aussi, la dynamique. Et ce qu'on a d'abord travaillé avec lui, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? La transformation digitale en soi, ça donne rien. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Pourquoi cette transformation? Et ce truc-là, on l'a travaillé avec lui, mais aussi avec son équipe. Et donc, on a travaillé la dynamique collective. Et puis, on lui a présenté les possibilités, le réseau social. Il nous a dit non, ça, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt. Et là, en tant qu'équipe centrale qui travaille le développement des usages collaboratifs, on aurait pu réagir spontanément en disant si, c'est vraiment bien, vas-y, regarde. Non, surtout pas. Ce qu'on a dit, c'est ok, ça t'intéresse pas, tu n'y vas pas. Et puis on a continué à travailler, et puis les équipes, le management intermédiaire a interrogé, on a fait travailler la co-construction de qu'est-ce qu'on veut faire avec le digital, à la fois dans le service au client et dans l'efficacité interne. Et à un moment est apparu le fait que les agents, eux, ont dit en fait, le réseau social, nous, on veut l'utiliser parce qu'il y a des informations qu'on utilise au jour le jour, qu'on se transmet par papier, qui passent mal. Bon, on met tout dans un groupe. Et puis tiens, ce groupe, en fait, on pourrait l'ouvrir à nos collègues du contrôle, parce qu'en fait, ils en ont besoin aussi. Et puis, on pourrait l'ouvrir à nos collègues de la maintenance des trains, parce qu'ils en ont besoin aussi. Et en fait, on s'est retrouvé avec un usage extrêmement opérationnel, ancré terrain, qui du coup est utilisé et pratiqué tous les jours, et n'est pas dans une logique de voilà, il faut utiliser le réseau social, donc j'utilise le réseau social, puis au bout d'un moment je vois plus trop ce que ça m'apporte, donc j'y vais plus, je l'utilise plus, etc. Donc voilà, ça c'est simplement quelques petits exemples de comment on travaille à la fois donc la posture et le fait que c'est bien parce que on a réussi à mettre entre les personnes, et notamment dans les niveaux hiérarchiques, de la confiance et de la transparence, qu'on réussit
à mettre en place les nouveaux usages, donc travaille sur les postures, et puis travaille encore une fois sur les usages. Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement au jour le jour dans mon métier, dans la pratique de mon métier. Dernier point sur ce sujet, c'est le sujet aussi, là encore, de la réflexion sur les processus. Tout à l'heure, là aussi vous en parliez sur finalement un des dangers du digital, c'est juste d'accélérer un moteur qui consomme déjà énormément. Quand on n'a pas fait la revue, en gros, lean management, des processus avant, on court quand même un risque non négligeable. Et ça, c'est un des sujets qu'il faut aussi mettre dans le sujet posture quand on veut regarder comment on digitalise. Ça, plus la transparence, un exemple, on a, avec une simple plateforme collaborative, commencé à certains endroits à simplifier de manière drastique les processus RH. Ça veut dire déjà, effectivement, d'aller analyser en quoi les différentes étapes sont vraiment à valeur ajoutée ou pas, et donc mener une étude de processus classique. Mais ça veut dire aussi de travailler comment les acteurs acceptent de mettre de la transparence sur certaines informations, dont certaines sont évidemment complètement confidentielles, mais d'autres pas du tout, mais étaient auparavant leur chasse gardée. Et donc là aussi, il faut aller travailler le savoir-être, la posture, le positionnement des uns et des autres par rapport à leurs collègues. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc premier point, je rappelle, mode agile, mode viral. Deuxième point, transformation, outils, usage, posture. Et puis troisième point, là je suis un petit peu provocatrice parce que c'est évidemment pas le cas pour tout, mais c'est aussi de se dire, travaillons l'ergonomie de nos applications, l'ergonomie de nos outils, à tel point qu'il n'y ait pas besoin de formation. Et que typiquement, on est de toute façon sur plusieurs centaines d'applis, pour certaines d'entre elles, des mises à jour en permanence. Donc si on commence à rentrer dans le sujet de « je n'ai pas été formé, je ne peux pas appliquer », on peut former les gens en permanence aux outils digitaux. Donc, un des contre-pieds, c'est de dire, en fait, et notamment pour tout ce qui est usage collaboratif, on ne fait pas de formation. Alors, on en fait un peu pour les gens qui sont des ambassadeurs, pour des experts, etc. Mais on ne fait pas de formation. De la même manière que quand vous vous servez d'une appli grand public, il n'y a personne qui vient vous expliquer comment utiliser Google Maps, l'appli SNCF, etc. Voilà. Donc ça, c'était le troisième point. Un peu, encore une fois, caricatural, parce qu'évidemment, on fait aussi de la formation quand même. Mais malgré tout, c'est la tendance qu'on essaie de mettre en œuvre. Alors, dernier point, simplement par rapport à toute cette présentation, c'est évidemment qu'on parlait de tout ça, on a mis en place un travail sur les compétences, avec une école numérique qui vient d'être créée, qui a 3 cibles, et ça c'est aussi important de l'avoir en tête. Une cible qui consiste à dire tous les collaborateurs ont besoin de monter en compétence sur ce sujet. Une deuxième cible qui sont les collaborateurs de ce qu'on appelle ISNCF, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs qui sont en lien avec les sujets SI, système d'information et digital, et télécom d'ailleurs, parce qu'eux aussi ont à faire, pour certains d'entre eux, et notamment ceux qui viennent du SI, des sauts en termes de compétences sur certains sujets. Et puis, la troisième cible, et c'est non des moindres, c'est les dirigeants, qui, eux aussi, ont à travailler à la fois leur connaissance de ce qui est possible avec le digital, leur acculturation, mais aussi leur posture, leurs réflexes managériaux, qui sont quelquefois à l'opposé de ce dont on a besoin pour que l'adoption soit complète et efficace et crée de la performance. Donc voilà, donc on a aussi mis ça en place avec des sujets de montée en compétences techniques sur des nouveaux métiers,
Notamment, il y a eu la question, les sujets de cybersécurité, hein, qui sont évidemment un tout petit peu plus sensibles que pour les attaches de chez Arémon. À savoir que plus on digitalise et plus on a le risque que quelqu'un prenne la main sur les installations digitalisées. Alors, quand il s'agit d'un train, ça peut commencer à devenir un petit peu critique. Au-delà de ça, évidemment, des sujets de formation autour de la gestion de projet, qu'on fait en mode agile, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis de l'acculturation et du savoir-être, parce que nous considérons que c'est fondamental pour réussir l'adoption de ces nouvelles façons de travailler au sens large. Alors en conclusion, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'effectivement, l'adoption, elle est liée d'abord et avant tout au célèbre « What's in it for me ?» qu'est-ce que j'y gagne? Et comment on met ça au centre? Ou qu'est-ce que je n'y perds pas? Parce qu'il ne faut pas rêver, dans certains cas, il y a du cauchemar, il y a de la productivité, il y a etc. Mais, donc, qu'est-ce que j'y gagne? Ça, c'est une première chose. Et puis, notre conviction, c'est de dire que la performance, elle viendra grâce au digital, si on est bien attentif à combiner, effectivement, le sujet des outils, le sujet des compétences, le sujet du lean, et le sujet des postures, des savoir-être. Et dernier point, si on se soucie en permanence, et ça c'est peut-être plus vrai dans les grandes entreprises, en tout cas dans notre grande entreprise c'est très vrai, si on se soucie en permanence de relier continuellement ce que nous faisons à pourquoi, et donc pourquoi la transformation digitale, et en ça le digital est un levier formidable pour remobiliser autour de la raison d'être, de la vision, etc. Et puis, deuxième axe de cohérence qui est fondamental, c'est comment je surveille en permanence le fait que ce que je demande à mon collaborateur de terrain, contrôleur, agent de maintenance, etc., ce que je lui demande de faire changer par l'intermédiaire d'un projet qui vient du métier circulation, puis par un intermédiaire d'un projet qui vient du métier maintenance, puis par l'intermédiaire d'un projet qui vient du métier accès au réseau, ça ne veut dire rien, bref, de différents projets qui évidemment fourmillent dans l'entreprise, qui atterrissent tous sur les acteurs de terrain, et qui à un moment donné peuvent dire à un agent qui fait de la maintenance de travaux sur rail, qu'en fait, avec tel projet, il faut qu'il planifie à 2 semaines avant, avec tel autre à 4 et avec tel autre à 6. Et donc, à ce moment-là, l'adoption, vous pouvez l'oublier. Parce que, évidemment, il va faire comme il peut ou comme il veut. Et que donc, vous n'aurez ni le retour sur investissement, si je caricature, du projet A, du projet B ou du projet C, parce qu'en fait, il va continuer à faire comme avant. Et donc le sujet de la cohérence pour l'utilisateur, à nouveau, l'utilisateur au centre, mais au sens aussi de la cohérence, pas seulement par projet, mais dans toutes les initiatives qu'on mène dans l'entreprise, est fondamental pour, au final, obtenir l'adoption et donc la performance. Et alors, si on fait tout ça, de notre point de vue, évidemment, le digital est un formidable levier de performance pour nos entreprises. Mais ça veut dire qu'il y a du travail autour de tout ça. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Peggy. Je pense que vous suscitez de nombreuses questions, mais malheureusement, il va falloir se restreindre. Michel. Michel Baribon, je suis directeur de la Maison pour la Science, et on est chargé de contribuer à la formation des professeurs du primaire. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de difficultés à sensibiliser les jeunes au digital. Aussi, faut-il ne pas oublier qu'il n'y a pas que le digital et qu'il faut le démarrer dès le départ. Oui, et pour le coup, je suis assez d'accord avec Monsieur Lester, c'est que on se méfie aussi beaucoup des a priori sur l'âge, hein, parce qu'on a quand même
des collaborateurs de 50 ans qui ont développé des applis et puis des jeunes qui ne veulent pas du tout s'y mettre. Hein. Donc, voilà. Enfin, après, évidemment que ça peut être plutôt l'exception, mais n'empêche. Attention aux a priori là-dessus, et en même temps, effectivement, on a de toute façon cette diversité à adresser. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on pourra adresser peut-être cet après-midi, c'est que aujourd'hui, un des maîtres mots pour le client, c'est le sur-mesure, la customisation, etc. Mais c'est vrai aussi pour évidemment nos collaborateurs. Et ça veut dire des méthodes et des dispositifs d'accompagnement qui, eux aussi, doivent faire du sur-mesure, contrairement à ce qu'on a pu pratiquer dans les années 90, 2000, où on était plutôt sur la méthode bulldozer. Donc ça exige de repenser beaucoup de choses autour de tout ça. J'avais une question. Vous avez évoqué la question essentielle de l'ergonomie des outils développés. Comment est-ce que vous êtes emparé de cette question par rapport aux collaborateurs ou aux usagers qui sont déficients auditifs ou visuels? Alors, dans le détail précisément, alors sur l'auditif, je sais par exemple que il y a tout un tas de dispositifs autour justement du fait que, enfin, alors, excusez-moi parce que je fais des raccourcis. Dans la communication ou sur les vidéos, il y a systématiquement des sous-titres. Hein, enfin, voilà, mais ça c'est... sur les applis, honnêtement, moi, personnellement, je ne sais pas répondre. Ce que je sais, c'est que ça fait partie des choses qui sont prises en compte avec les limites techniques qu'on peut avoir, mais je n'ai pas la question précise de la réponse technique à ce sujet. J'aurais une question, mais qui s'adresse à vous, mais aussi aux intervenants précédents. Vous développez les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, vous développez la mobilité, enfin les outils de mobilité des personnels. Donc par rapport à ça, une des problématiques que nous avons dans l'enseignement, c'est que le temps de travail n'est pas le temps devant élève. Hein, donc la limite entre le temps de travail et le temps personnel est très floue. Et là, dans les orientations, enfin dans les évolutions que vous envisagez, finalement, cette limite devient un peu floue aussi. Hein, donc, comment vous gérez ça? Comment vous envisagez ça en termes justement de bien-être au travail, hein, que vous évoquiez, de réaction, comment les personnels réagissent par rapport à ce flou qui s'installe entre la sphère privée et la sphère publique, enfin la sphère privée et la sphère entreprise. Et deuxième question, en termes d'utilisation des matériels, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps le matériel entreprise et le matériel personnel, c'est-à-dire que voilà, on demande un peu une espèce de fusion personnelle entre les deux. Par contre, au niveau matériel, on maintient la césure. Alors, ça, vous touchez à des débats assez effectivement fréquents dans l'entreprise. Alors, sur le sujet de frontières entre perso et pro, enfin temps pro, temps perso, évidemment, c'est lié au sujet du droit à la déconnexion, etc. Ce qu'on a porté à ce stade, c'est qu'aucune règle centralisée ne pourrait convenir aux 150 000 collaborateurs et à leurs managers, et que c'était, encore une fois, un sujet de posture, de coopération, de travail, de régulation locale, et que si on commençait à poser des règles, à valider avec les organisations syndicales, etc., on ne s'en sortirait pas. Aujourd'hui, à ma connaissance, puisque j'ai un tout petit peu lâché dans mon nouveau poste, même si le digital est évidemment des éléments de la transformation, mais c'en est un parmi plein d'autres, à ce jour, je pense que c'est toujours la posture de l'entreprise là-dessus. Hein, donc, dire que c'est... Il y a tout un travail des ressources humaines sur les risques liés à la surconnexion, voilà, et à tout ce qu'on connaît comme effet pervers du surplus d'informations et d'échanges. Et en même temps, l'idée c'est la régulation locale. Et puis alors sur la deuxième question, j'ai oublié. Ah oui, matériel.
Alors le matériel, à ce stade, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on fait ce qu'on appelle le BIOD, Bring Your Own Device, et c'est-à-dire qu'en gros, chaque collaborateur peut venir avec son portable et puis on fait en sorte qu'il puisse utiliser les outils pro sur son portable. Alors, ça pose des problèmes de sécurité. Et donc, au final, en tout cas, les conclusions actuelles, parce que tout ça est revu régulièrement, c'est que ça coûte plus cher de faire ça que de donner, prêter, de mettre à disposition un équipement fourni par l'entreprise. Donc on est plutôt là-dessus, avec évidemment les sujets que ça pose sur j'ai dans ma poche le pro, le perso, pourquoi j'ai une tablette, etc. Après, moi par exemple, il y a eu une période, quand je suis rentrée chez SNCF, où on pratiquait le pro-perso, moi j'ai qu'un portable, et j'avais un abonnement qui me permettait d'aller jusqu'à un certain point sur le pro, et puis au-delà, je payais, mais c'était des niveaux de communication, c'est juste un exemple, hein, des niveaux de prix pour les communications qui étaient défiant toute concurrence. Donc voilà, donc du coup j'ai laissé tomber mon portable perso. Mais sur les outils, quand on parle d'appli métier, etc., ça devient bien plus complexe, et aujourd'hui la séparation effectivement est encore là. Ce qui ne veut pas dire que c'est définitif, hein, parce que c'est des stratégies qui sont revues quasiment tous les ans ou tous les 2 ans. Pour Schneider, la politique d'utiliser son propre matériel IT personnel, donc téléphone, etc., on a eu la même tendance. Il y a 2-3 ans, c'était très à la mode. On l'a lancé. Aujourd'hui, on a de moins en moins de gens qui l'utilisent pour des raisons techniques, en fait, parce que mettre à jour tous nos systèmes, nos logiciels sur ce matériel-là, ça devient très compliqué. Et sur le temps de travail, sur l'aspect typiquement, est-ce que pour moi, je me forme le samedi matin parce que c'est confortable pour moi et c'est mieux, ou bien est-ce que, oulala, je suis en train de travailler et il faut surtout pas que je le fasse. C'est vraiment un sentiment personnel. Il y a des gens qui considèrent que c'est vraiment la qualité de vie de pouvoir le faire quand ils veulent. C'est aussi souvent eux qui considèrent que la formation, c'est du travail, oui, mais c'est aussi quelque chose qui est un apport personnel. Donc finalement, je gagne aussi personnellement. Et puis il y en a d'autres qui ont encore une barrière très stricte. Il y a une dernière question très courte. Vous avez parlé de RSE, donc je vais vous parler également, je voulais vous poser la question de l'autre RSE, responsabilité sociale et environnementale, et quelle est votre posture vis-à-vis de ces réflexions dans la transformation numérique. Dans le cadre de la transformation numérique, notamment, on sait que le numérique a des impacts qui ne sont pas négligeables. Oui, alors aujourd'hui, vous pouvez à l'école, ça c'est le danger des très grandes entreprises, c'est que voilà, je suis à peu près persuadée que c'est pris en compte par la direction du développement durable. Il y a notamment, évidemment, toute une étude, une partie d'ailleurs de retour sur investissement des projets qui consiste à dire qu'on utilise moins de papier, hein, parce que c'est phénoménal hein, en termes de... Ah si, au niveau du groupe, même du groupe ferroviaire, c'est-à-dire les 150 000, aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a quand même toute une série de processus qui sont encore sur papier, et que du coup, quand on digitalise, on a un gain énorme. Après, la question de la consommation d'énergie, des serveurs, de tout ce sujet-là, aujourd'hui, je ne sais pas comment il est adressé en retour par la direction du développement durable. Je pense que c'est un petit peu en marge de cette logique et surtout du temps qui nous appartient. Il va falloir passer au silence, sinon on va le pénaliser. Merci infiniment, Lily, pour votre exposition.